Bien, bonjour à tous. Donc voici ici la correction de votre exercice numéro 1 sur les 3 critères de correction ici que l'on avait effectués concernant donc, le critère de renversement, au glissement et à la pression interne. Alors on va regarder ici un petit peu par rapport à l'énoncé ce qu'on nous donne ici comme valeur à mettre bien évidemment en évidence. Alors la première chose à visualiser ici qui est assez simple, c'est de voir que ici on a 2 couches de sol différentes. Donc, avec ces 2 couches de sol, ça va nous amener bien évidemment à calculer des poussées différentes suivant la couche de sol numéro 1 ou la couche de sol numéro 2. Deuxième chose ici, on nous dit qu'en fait la paroi ici du mur, qui fait 70 cm d'épaisseur, est recouverte d'une membrane PVC qui la rend parfaitement lisse. Donc ça, le fait que ce soit lisse, ça implique directement quoi? Avec un parement qui est vertical, donc parement vertical et lisse, ça va nous impliquer que Px, la poussée horizontale, est égale à la poussée P que je vais calculer par les formules. Ça, c'est la conséquence du fait que le parement est lisse et vertical. C'est les deux. Qu'est-ce qu'on visualise aussi? On visualise que le poids volumique du mur avec lequel on crée, c'est 2400 décanewtons par mètre cube ou 24 kilonewtons par mètre cube. Nous, on travaille surtout avec les kilonewtons, donc c'est 24 kilonewtons par mètre cube. Autre chose qu'on visualise ici là-dessus, c'est que la force portante du sol a ici une valeur à 2,3 kg par centimètre carré qu'il faudra essayer de transformer en kilonewtons par mètre carré pour savoir comparer cela à la pression qu'on lui envoie dans notre ouvrage. Vous avez ici en dessous la valeur de K gamma 1 et K gamma 2, voyez, qui sont donc les deux valeurs des coefficients qu'on va avoir pour la couche de sol 1 et pour la couche de sol numéro 2. Alors, si je visualise un petit peu ce que je vais avoir ici dans l'étude d'équilibre, grossièrement, de manière très très schématique, je vais avoir mon mur comme ceci, d'accord ? Je vais avoir une première couche de sol ici au-dessus, et une deuxième couche de sol ici. Je ne respecte pas nécessairement les valeurs des échelles et tout ça, mais bon, on s'en fout. Qu'est-ce que je vais avoir comme force? La première force que je vais imaginer, c'est que la valeur ici de ce sol avec son poids volumique, forcément le sol va exercer une poussée sur le mur. Et comme je suis dans la première couche, je vais l'appeler P1. Ce deuxième sol va bien évidemment faire de même et va lui envoyer une deuxième poussée horizontale. Ce qu'on va prendre aussi en compte, c'est que le fait que la paroi soit lisse ici, donc tout le long ici, là et ici, le fait que la paroi soit lisse, ça vous engendre quoi comme conséquence? Je vous ai dit que la poussée horizontale est égale à la poussée, mais ça va aussi inclure le fait que cette valeur de sol ici va exercer un poids vertical. Et de la même manière, ce deuxième sol va aussi exercer sur la semelle un poids. Donc vous allez vous retrouver ici avec un poids de terre vertical numéro 2, puisqu'on est dans la deuxième couche. Mais de la même manière, vous allez avoir un poids vertical pour les terres, donc c'est poids PT pour les terres, de la couche numéro 1. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce que j'aurai encore comme autre force à considérer ici dans l'histoire? Ce sera le poids du mur. Donc le poids du mur, je sais pas, moi je vais le mettre ici. Donc, on va baisser ça. Je vais remettre ceci.
le poids du mur, je vais l'appeler ici W. Donc ce poids du mur s'applique ici aux sortes de gravité. Moi je l'ai imaginé là, mais vous auriez pu l'imaginer ailleurs. D'accord ? Alors on aurait pu, c'est vrai que je ne l'ai pas envisagé ici là-dessus, on aurait pu imaginer avoir une réaction d'appui ici du sol. On ne l'a pas fait parce que on ne considère pas que la réaction du sol sous la semelle dans l'étude d'équilibre général et global. On se dit tout simplement que on a nos forces qui s'appliquent et pas nécessairement la réaction qui aurait tendance à faire partir le mur dans le vide. Non, c'est pas ça du tout. Il y a une réaction d'appui, certes, mais elle n'interviendra pas dans le calcul d'équilibre ici là-dessus. Alors, de manière globale aussi, on ne l'a pas visualisé, mais on va avoir ici, en bas à gauche du mur, l'origine de nos forces qui est le point O. Et c'est à partir de là qu'on va calculer tous nos bras de levier. Donc le point O, c'est l'origine des moments, et on va l'avoir ici, comme vous le voyez, juste en bas à gauche de notre mur. Ça va ? Donc ça, c'était vraiment pour vous dégrossir un petit peu l'entièreté des données, pour voir ce qu'impliquait une donnée ou une autre. Ça va ? Alors, je vais nettoyer un petit peu tout ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Si je m'attarde maintenant à la première étape de notre système, qui est le calcul des forces en présence. Qu'est-ce que vous allez retrouver ? La première chose que l'on va retrouver ici, ça va être le poids volumique du mur, là-bas. Pourquoi ? Parce que ce poids volumique du mur sert à calculer le poids du mur. Le mur est composé de deux rectangles, un rectangle vertical et un rectangle horizontal. J'en calcule, comme vous voyez ici, les deux surfaces, et je multiplie ça par le poids volumique du mur. Ça va ? En découlant de cela, j'ai la valeur à 131,04 kN. D'accord ? Donc, la première valeur ici de surface, ceci, c'est mon rectangle ici. Et la deuxième surface, je vais le faire par exemple ici en vert. Ça, c'est le deuxième rectangle que vous voyez ici. D'accord ? Donc, pour visualiser ces deux choses, il faut bien évidemment voir que on a deux rectangles à empiler les uns sur les autres, un horizontal et un vertical, et multiplier ça par le poids volumique. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Pour ce qui est du poids des terres supérieur, si je redessine ici sur le côté, de manière assez simple, mes deux couches. Je vais avoir la première ici en orange et la deuxième ici en bleu. Je ne sais pas du tout si je respecte les épaisseurs, peu importe. La première chose qu'il faut se dire, c'est que pour ce poids de terre supérieur, c'est quoi tout simplement ? C'est le poids que va faire ce rectangle de terre sur la partie horizontale de votre semelle. Donc ça, c'est le poids des terres T numéro 1. On est d'accord ? Il dépend, ce poids de terre numéro 1, comme vous avez pu le constater, du poids volumique du sol numéro 1. Ceci, c'est gamma 1, c'est le poids volumique du sol 1. Et que représentent ces deux données 1,50 et 3,30 m ? 3,30 m, c'est la distance qu'il y a de là à là. C'est la largeur tout simplement de mon rectangle. Et 1,50, c'est la distance de là à là. Donc c'est les dimensions du rectangle de terre. Ça va ? Donc quand je multiplie les deux, j'arrive à la valeur de 79,2. Pour ce qui est du poids des terres inférieurs, alors pour ce poids des terres inférieurs, je vais le faire par exemple, ici en brun ou en bordeaux, peu importe. Le poids des terres inférieures, comme vous le voyez ici, ça représente ce rectangle de terre que vous avez ici. Donc on a verticalement une force qui est le poids des terres T numéro 2.
Et de la même manière, on retrouvera ici le 14, c'est le poids volumique gamma du sol numéro 2. Et toujours de la même manière, vous allez retrouver, comme vous voyez ici, les valeurs. Je passe ici, voilà. Oups. Les valeurs d'un côté et de l'autre. Alors les 3,30 m, ça reste les 3,30 m que vous voyez ici. Hein. Et les 2,30 m, c'est quoi? C'est l'épaisseur de là à là pour la couche de sol numéro 2. Donc je ne descends pas sur l'épaisseur de 70 cm de semelle, je m'arrête bien, comme vous voyez ici, à hauteur de la première couche. D'accord? Pour ce qui est de la poussée de sol numéro 1, ben là, qu'est-ce que vous retrouvez ici dessus? Vous retrouvez le 0,217, c'est le K gamma 1, ça, il n'y a pas de secret, c'est toujours la même chose. Le 16, ça reste votre gamma 1, le poids volumique du sol numéro 1, donc gamma numéro 1. Et ensuite, ben, le 1,50 m au carré, le 1,50, c'est, comme vous le voyez, la valeur de H1, l'épaisseur de sol que vous voyez ici. Donc là, je vous ai déjà montré les 4 premières forces, comment on les calculait. Pour la valeur de P2, donc la poussée de la couche horizontale que vous avez ici en dessous, il faudra prendre en compte le fait que la couche de sol 1 est considérée comme une surcharge pour le sol numéro 2. Donc vous allez retrouver la poussée de la couche numéro 1, P1, ici horizontale. Donc il est à noter que forcément ceci, pour P1, forcément P1x, la poussée horizontale de la couche 1, égale la valeur P1 que vous venez de calculer juste ici avant. Ça va? Celle-là. Donc je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre. Voilà. P1x égale votre valeur de P1 ici en dessous. Ça va? Alors, oui, j'ai plus rien d'autre. Donc bien évidemment la valeur de P2 qui sera ici en dessous. De la même manière, P2 sera aussi horizontal par rapport à P1. Je vais effacer toutes mes annotations pour arriver à visualiser le reste. Donc on va calculer maintenant P2. Alors pour trouver la valeur de P2, comme vous le voyez ici, on va prendre donc la valeur ici de 0,333. Ça c'est quoi? Ça, le 0,333, c'est la valeur de K gamma 2. Voilà. Le 14, ça reste la valeur, je ne sais plus en quelle couleur j'avais fait, moi je vais peut-être le faire comme ça, j'en sais plus rien. C'est la valeur du poids volumique du sol 2, donc c'est gamma 2. Le 3 mètres, ça reste la valeur de H2, la deuxième couche, comme ici aussi vous la retrouvez dans la formule, cette valeur de H2, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on visualise encore en plus? On retrouve en fait ici, vous le voyez ici, le 0,333, c'est le KQ2. Mais ce KQ2, comme vous le voyez ici, égale le K gamma 2. Pourquoi? Parce qu'ici, la valeur du fruit du mur vaut bien évidemment 0 degré et l'angle avec lequel le terre-plein est incliné vaut aussi 0 degré. C'est pour ça que KQ2 vaut K gamma 2. On retrouve ici, comme vous le voyez, le 16 kN par mètre cube, ça c'est le gamma 1, et ceci, le H, enfin on va dire le 1,50 m, c'est ce que je pourrais dire ici, le E1. C'est l'épaisseur de sol 1. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, qu'est-ce qui est considéré comme une surcharge pour le sol numéro 2? C'est la couche de sol numéro 1. Donc vous voyez que ici, le gamma 1 fois E1 est considéré comme une surcharge, donc KQ, pour le sol numéro 2. Ça va? N'oubliez pas
dans les formules de calcul de poussée que vous pouvez calculer la valeur de la poussée, mais il faut prendre en compte la valeur de H2 ici à la fin de la formule. Comme je vous l'ai dit ici, P de x égale, j'ai peut-être mal noté ici là-dessus, P de x égale la valeur de P2, puisque vous avez un parement qui est lisse et vertical. Donc le fait que le parement soit lisse et vertical, P de x égale votre valeur de P2. Ça va? Alors, quand j'ai développé tout ça, j'ai toutes les forces en présence. Maintenant, je vais m'attarder au bras de levier. Alors, le bras de levier de la force 1, qui était le poids du mur, c'est pas très compliqué. On fait le sort de gravité et puis c'est bon. Pour ce qui est du poids des terres, ça s'applique au milieu de l'arrière horizontale de la semelle du mur. Par contre, pour ce qui est de la poussée de la couche 1 et la couche 2, là, à un moment donné, j'ai pas de formule établie. Il va falloir que je passe obligatoirement parlant par le calcul de l'endroit où s'appliquent ces valeurs de poussée pour arriver au final à trouver les valeurs des bras de levier de la poussée de la couche 1 et poussée de la couche 2. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, à votre page suivante, que on va avoir la nécessité de calculer le diagramme des pressions. Et vous le voyez ici, la valeur de la pression au sommet du mur, à 0 mètres, c'est KQ fois Q, et ici, la surcharge vaut 0 puisqu'il n'y a pas de surcharge. Donc nous ici, si j'enlève toutes mes explications, on visualise que dans notre cas, on aura ici une valeur de surcharge nulle, donc une pression nulle au sommet. On aura une pression en bas de la couche 1 qui est donc de K gamma 1 fois gamma 1 fois H1. Au-dessus de la couche 2, ce qui va changer, c'est K gamma 2, c'est juste ça, il y a d'autres qui changent ici, là-dessus. Donc là, ce qui est intéressant de visualiser, c'est que ça, c'est le K gamma 1, et ceci, c'est le K gamma 2. Et il n'y a rien qui change après dans la formule, on reste avec le gamma 1 et le H1, ça ne change pas non plus ici, vous le voyez, on a gamma 1, ceci, et on retrouve, comme vous le voyez ici, la valeur de H1, ici. Donc ce qui va juste changer entre les deux, c'est la valeur du coefficient, une fois c'est K gamma 1 dans le bas de la couche 1 et K gamma 2 dans le dessus de la couche 2. On retrouve pour le bas de la couche 2, forcément on retrouve le K gamma 2 qu'on avait au préalable. On a ici la valeur de notre gamma 2, ici, et la valeur de H2, comme ceci. On a encore une fois ici la valeur de KQ2 et gamma 1 fois E1 de manière assez simple ici dans l'histoire. Ça va? Donc ça, c'est gamma 1 et ici, juste ici, c'est E1. Donc quand j'ai calculé les valeurs de mes pressions aux différents endroits, j'ai plus qu'à les reporter comme vous le voyez ici sur le graphique de manière globale pour avoir la valeur de 5,21 ici, là-bas, 7,99 ici et 21,98 là-bas. Quand j'ai ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Je calcule les surfaces des deux diagrammes. Donc ici, j'ai un triangle, comme on le visualise ici. Donc si je nomme ces triangles, on pourrait à la limite avoir... je vais peut-être le faire en bleu ciel, comme ça on le verrait. On aurait A, B, C, et puis une fois qu'on a le triangle ABC, on calcule base fois hauteur sur 2, 5,21 fois les 1,50 sur 2, et j'ai ici le 3,91 que vous retrouvez là-bas. Donc, la valeur que j'obtiens ici
et celle que vous voyez là-bas, et c'est simplement la surface de votre triangle A, B et C. D'accord ? Pour ce qui est maintenant de la valeur des bras de levier. Donc on voit ici le 3,50 m. Comment est-ce que j'ai trouvé le 3,50 m ? J'ai juste été, on va dire, observateur et me dire, je vais avoir l'épaisseur de sol 2 qui est à 3 mètres, plus, je suis ici dans un triangle, donc la résultante de la poussée passe par le tiers de la hauteur, donc je suis à 3 mètres, plus un tiers de la hauteur de sol 1, 1,50 m. Donc je suis à 3 mètres, plus 50 cm. Donc c'est de là que vient en fait votre valeur à 3,50 m. D'accord ? Pour ce qui est des 1,27, là ici, ceci, je suis dans la couche 2 avec un trapèze de pression. Et ça, rien à faire, c'est le centre de gravité de votre trapèze. Ça va ? Alors, je vais mettre trapèze, sol 2. Donc vous voyez qu'ici, en fait, pour trouver les bras de levier, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Pour trouver la poussée 2 et la poussée 1, c'est les surfaces des trapèzes et triangles. Pour trouver ceci, la valeur de P total, cette valeur de P total X, c'est tout simplement P1X plus P2X. P1X, c'est pas compliqué, c'est ici. Et P2X, c'est pas compliqué, c'est là-bas. Donc vous voyez qu'il suffit d'additionner les deux couches pour obtenir ce qui vous intéressait ici là-dessus. D'accord ? Donc moi, mon but après ici maintenant, c'est de vous montrer et de vous faire visualiser comment on trouve l'entièreté des valeurs pour arriver à calculer les bras de levier et les intensités des forces. Donc je vais enlever toutes mes annotations, peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Donc voilà ici votre valeur ici de poussée de la couche 1. Donc je vous ai mis, je vous ai spécifié ici, comme le parement est lisse, votre valeur de P1X égale P1. Et donc ces deux forces qui sont ici complètement horizontales pour avoir quelque chose de plus clair et de plus facile à visualiser dans l'histoire. Pour ce qui est de son bras de levier, les 3,50 m que je vous avais montré, ça, on restait avec quelque chose que je vous ai mis comme étant l'épaisseur du sol numéro 1 plus un tiers de l'épaisseur du sol numéro 2, enfin plutôt l'inverse, épaisseur couche 1 et diagramme, j'aurais peut-être dû mettre épaisseur couche 2 pour les 3 mètres pour que ce soit peut-être plus réaliste pour vous dans la hiérarchisation de la numérotation des couches, mais voilà, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre par rapport à ça. Alors donc cette poussée s'applique à 3,50 m. Pour ce qui est maintenant de la poussée de la couche numéro 2, là comme vous le voyez, j'ai fait la surface de mon trapèze, j'arrive à 44,96. Même chose, votre parement, il est comme vous le voyez lisse, donc P2X égale P2. Et pour trouver l'endroit où s'applique cet élément, vous voyez, je suis passé par la coordonnée du centre de gravité avec 2 fois la petite base plus la grande sur la somme des deux fois la hauteur divisée par 3. Donc j'insiste bien là-dessus pour vous délimiter que le 3 mètres c'est la valeur de H2. Ça va ? C'est la valeur de H2 qui est à prendre ici en compte dans votre calcul. Donc ça m'amène ici à 1,27 m. À ce stade-ci, vous avez deux possibilités dans l'étude d'équilibre. Soit vous vous dites, j'ai les deux valeurs des forces P1 et P2 et j'ai leurs deux bras de levier et je vais insérer ces deux forces avec leurs deux bras de levier dans le schéma d'équilibre. Ou alors, vous avez une autre possibilité, c'est de dire, moi, je ne travaille plus avec P1X, P2X et les deux bras de levier, mais je travaille avec une seule force qui est P total, X, qui est l'addition de P1X et P2X, 48,87 kN. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Je calcule le bras de levier
sur le mur de cette poussée totale horizontale. Et avec ça, vous allez passer d'un système à 2 forces avec 2 bras de levier à un système avec une force et un bras de levier pour n'avoir plus qu'une force. Alors, le choix doit rester libre à chaque étudiant. Moi, forcément, si je joue de l'examen, vous avez une question pareille avec 2 sols. Si je vous demande de calculer la poussée de la couche 1, la poussée de la couche 2 et de calculer les 2 bras de levier, vous calculez ce qui vous est demandé de calculer. Si vous avez carte blanche en disant voilà le mur avec son schéma rendu libre, dessinez-moi les forces en présence, soit vous dessinez les 2 forces avec leurs 2 bras de levier, soit vous me dessinez que la poussée totale avec un bras de levier. Et ce sera à vous de choisir ici dans l'histoire. Moi ici, on le voit que cette poussée totale s'applique à 1,45 m, et donc je n'imposais pas au départ, mais voilà, si le jour de l'examen, j'impose les calculs des poussées des couches, vous suivez cet ordre-là. Si je n'impose rien, rien n'empêche dans votre sens de me dessiner pour avoir moins de force sur le schéma et moins à se tromper que de calculer une seule et même force qui est la poussée totale avec son bras de levier. Ça va ? Donc, moi ici, ceci c'était plus pour vous montrer que, de manière globale, P1 et P2, comme vous le voyez ici pour la valeur de P2, il suffit le jour de l'examen de prendre la valeur que vous avez ici à 44,96 et d'aller vérifier si vous obtenez bien à la page ici numéro 1 la valeur pour la poussée de la couche numéro 2, la valeur de 44,96 kN. Et là vous voyez que, et c'est important de faire ce parallèle, est-ce que numériquement, en appliquant la formule globale de la poussée, j'obtiens bien le même résultat que si je dessine mon diagramme de pression et j'en découle, comme vous voyez ici, la valeur de la poussée totale ici en dessous à 44,96 kN. Si c'est le cas, si vous avez les deux mêmes valeurs dans les deux cas, vous avez entre guillemets la conscience rassurée de vous dire vous avez les bonnes valeurs dès le départ et vous pouvez continuer votre calcul. D'accord ? Alors, en parlant de continuer le calcul, une fois qu'on a toutes ces forces-là, qu'est-ce qu'on va faire ici dans l'histoire ? On va dessiner, comme vous le voyez ici, toutes les forces. Donc ici, j'ai dessiné en mauve les poids des terres, en vert les poussées horizontales des couches de sol, et en bleu la valeur du poids du mur. Donc, j'ai bien fait attention, et il faut bien visualiser qu'on a ici mis en place le point O qui est l'origine de nos forces, et c'est à partir de O que vous allez calculer les moins de levier, et ça, ce point O, c'est moi qui le délimite le jour de l'examen. Souvent, vous le voyez, il est pris dans le coin inférieur gauche par rapport au massif de terre qui est là, et j'ai plus qu'à calculer la valeur des bras de levier. Alors, pour 1,27 et 3,50, je viens de les calculer, donc je ne vais pas présenter mes calculs ici. Vous n'avez plus ici qu'à calculer le bras de levier ici. Alors, comment j'ai trouvé 2,35 m ? Je sais que j'ai 70 cm ici d'épaisseur, plus j'arrive à la moitié des 3,30 m. Donc ici, comme on le visualise, vous avez 70 cm de là à là. Donc là, vous avez 0,70 plus de là à là, c'est 3,30 m divisé par 2, puisque ceci fait 3,30 m. Et ça, ces forces s'appliquent, comme vous le voyez, au milieu des 3,30 m. Donc si je fais 70 cm plus 3,30 m sur 2, ça vous donnera les 2,35 m. Donc vous voyez que ceci, les 2,35 m et les 2,35 m ont été obtenus par les additions ici sur les deux. Pour ce qui est du poids du mur, donc dans la force 1, j'ai remis ici en dessous le poids du mur, là le poids des terres supérieures, poids des terres inférieures, poussée de la couche 1, j'ai respecté la numérotation des forces. Donc la force numéro 1, la première que j'ai calculée, c'était le poids du mur, la deuxième le poids des terres, troisième le poids des terres inférieures. Donc j'ai respecté la nomenclature et la hiérarchie ici
des valeurs pour avoir vraiment l'élément fini. Alors, par rapport à ça, vous le voyez, pour le bras levé de la force 1, qui est le poids du mur, les 1,20 m que vous voyez là, j'ai fait 1 sur la surface totale, fois entre parenthèses, ici, j'ai mis x, g, 1 fois la valeur S1, ici, plus xg2 fois la valeur S2. Et ça, cette formule totale m'amène, comme vous le voyez, à la valeur de 1,20 m. D'accord ? Pour ce qui est des valeurs sur le diagramme, etc., j'ai rien d'autre à stipuler. La valeur ici, comme vous le voyez là, des 3,50, des 3,50 et 1,27 m, c'est le diagramme de pression qui vous le donne. Donc ça, c'est le diagramme de pression qui vous donne la valeur ici finie de l'élément. D'accord ? Si je nettoie un petit peu tout ce que j'ai écrit comme valeur là-dessus, on s'aperçoit qu'en plus de toutes ces forces et bras de levier et valeurs, pour la force numéro 5, les 1,27 sont représentés là. J'ai mis tous les bras de levier en place. Donc normalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que je dois faire ici maintenant ? Je dois déterminer les forces qui sont stabilisantes et celles qui sont déstabilisantes. Pour ça, comment est-ce que je vais faire ? Regardez. Si je dessine mon mur ici, tel quel, comme ceci, voilà, je vais avoir ma couche de sol 1 et ma couche de sol numéro 2, là-bas. Je vais avoir le centre O, ici, qui est là. Il faut vous dire que, de manière globale, tout ce qui fait tourner le mur vers le vide est déstabilisant. Tout ce qui fait tourner le mur vers l'éther est stabilisant. Donc moi, si j'analyse par rapport à mes forces, je vais avoir P1, P2, je vais avoir PT1, PT2 et je sais pas, je vais dessiner en en bordeaux là, ici comme ça, le poids du mur. Si je suis la logique classique, je vais voir que si je prends mon poids, il va tourner autour de O comme ça, dans le sens stabilisant. Si je prends le poids des terres, il va tourner autour de O comme ça, dans le sens stabilisant. Et la même chose pour P1, il va suivre la même logique que P2, il va être stabilisant. Donc, le poids des terres numéro 1, poids des terres numéro 2 et le poids du mur, ces trois-là sont considérés comme des effets stabilisants. Donc je vais mettre un petit S ici à côté pour montrer qu'ils sont stabilisants. Par contre, vous voyez bien que si je fais tourner P1 autour du point O, il va faire partir le mur dans le vide. Même chose pour P2. Donc les deux, pour P1 et P2, ce sont deux effets déstabilisants qui sont mis en place. Ça va ? Donc je mets, comme vous le voyez là, à côté de chacune des forces, si c'est stabilisant ou déstabilisant. Et donc, moi, ce qui me reste à faire quand j'ai fini de mettre ça en place, c'est de calculer la valeur de ces moments. Pour ça, comment est-ce que je vais faire ? Vous le voyez ici. Je vais simplement prendre chacune des forces et multiplier la force quand elle est stabilisante par, vous le voyez,
la valeur de son bras de levier. Donc ici, si j'enlève hops, 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 je vais simplement prendre la force fois son bras de levier à chaque fois et je vais additionner ces 3 moments stabilisants. Et je vais faire de même avec les moments déstabilisants, multiplier les forces fois leur bras de levier. Et avec ça, il suffira de diviser ces deux valeurs-là en se regardant et en disant que, voilà, les moments stabilisants sur les moments déstabilisants me donnent 8,38. Est-ce que ça, c'est bien supérieur ou égal à 1,50? Si c'est le cas, le mur tiendra et sera stabilisé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée principale de comment on arrive à visualiser l'équilibre global d'un mur de soutènement. Ça va? Du point de vue du premier critère, qui est le critère au renversement. Donc ici, on voit bien qu'avec 8,38, notre mur résistera au renversement et ne sera pas, entre guillemets, menacé par un renversement du mur, puisque il y a plus de moments stabilisants que de moments dits déstabilisants. Ça va? Donc ça, c'est pour votre premier critère. Je suis disposé à répondre à l'entièreté des questions qu'il vous semble bon de poser, messieurs et demoiselles.